Parfait. Ouais, c'est bon. Alors bonjour à tous. Il y a quelques noms que je connaissais par le biais de différents réseaux sociaux. Je suis ravi d'avoir une telle audience, en tout cas, pour ce premier petit déjeuner. Alors on va essayer de vous expliquer ce que c'est le growth hacking. Il y en a pas mal. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler déjà du growth hacking? S'il vous plaît, levez la main, ceux qui en ont déjà entendu parler avant de venir ici, avant de boire le petit-déj. Tout le monde quasiment. Bon, bonne nouvelle. Alors le growth hacking, ça veut dire pirater la croissance, si on regarde sémantiquement, étymologiquement le mot. Et c'est trouver tout un tas de techniques et d'astuces pour effectivement booster la croissance de son projet digital. C'est quand même super adapté à tout ce qui est vraiment digital. Ou de votre startup en général, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut décliner, même pour des modèles de vente physique ou des choses comme ça. Alors, l'inventeur du mot, growth hacking, c'est Sean Ellis. C'est quelqu'un qui a été le responsable de la croissance chez Dropbox à l'époque, qui a eu pas mal de succès du coup, vous avez tous dû en entendre parler. Et il explique que ce qu'on rêve tous en fait, c'est bien sûr d'arriver à viraliser notre produit, faire en sorte qu'il se vende tout seul, que les gens en parlent tout seul. Et c'est vrai que c'est un peu les tripes du growth hacking, c'est d'arriver à le viraliser. Et ce qu'il dit, c'est que le board of mouth, c'est-à-dire le fait que les gens en parlent pour vous de votre produit, ça vient d'une pensée bienveillante, de trouver la solution à des problèmes et trouver quelque chose qui est facile à utiliser. Et en fait, il se réfère beaucoup du coup à l'expérience utilisateur, qui est une des clés effectivement du growth hacking. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour de l'acquisition. On a un blog qui s'appelle Growth Hacking France. On a remarqué aussi que c'était le tag le plus lu en fait en regardant les stats d'acquisition. Mais bien souvent, on réoriente les gens parce que ça ne sert à rien de faire venir tout un tas de trafic vers un panier percé. Et souvent, quand les gens viennent nous voir pour l'acquisition, on va les réorienter pour travailler justement les user experience, la rétention, la monétisation, tout un tas d'autres choses pour éviter de générer du trafic vers un panier percé. Et ensuite, en général, c'est qu'à la fin, même s'ils sont venus nous voir pour ça au début, qu'on travaille l'acquisition. Alors, le growth hacking, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un peu le plan. Voilà, on va vous expliquer d'abord ce que c'est. Ensuite, on va bien rentrer dans le détail des 5 clés du growth hacking qui sont l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu et le référal, donc la monétisation et le fait d'arriver à transformer les clients en avocats. Et donc on finira par les avantages pour vous. Alors au niveau des fondamentaux, c'est une philosophie, le growth hacking. Et dans les grosses boîtes, ils arrivent à avoir un service qui est carrément dédié à ça, qui est dédié à la croissance, et ils font ce qu'on appelle du Growth Driven Development. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple un responsable de produit qui va faire en sorte de délivrer le maximum de bienfaits à ses utilisateurs, ou que chacun travaille dans son coin, le service marketing, le service des ventes et donc le service de création du produit, c'est un service qui va un peu communiquer avec tout le monde et qui aura en tête en particulier donc la croissance, avec différents métriques qu'on va voir après. Alors, c'est beaucoup basé, les fondamentaux, donc sur l'A/B testing, tout tester, pas être trop prétentieux, pas penser que parce qu'on fait ce dessin comme ça, parce qu'on pense connaître sa cible, ça va marcher. Mais tester, c'est un peu la différence entre un business plan traditionnel et vraiment se heurter à l'épreuve du feu. Au lieu d'essayer d'imaginer des choses, on va tester, on va regarder. Parfois, on se rend compte qu'un bouton rouge, ça fait monter un taux de conversion de 5%, alors qu'on aurait pensé qu'il était vert. Donc vraiment, voilà, une des philosophies de base, c'est de tester des itérations courtes. Je parle de développement. Donc ça va avec la philosophie agile. Et comme je l'évoquais à l'instant, il s'agit beaucoup de faire des tests manuels. Et quand on trouve un truc qui marche, d'essayer de faire en sorte de l'automatiser. C'est pour ça que le growth hacking, souvent on décrit ça comme étant une science à mi-chemin entre le développement informatique et le marketing. Parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des compétences dans les deux. Alors c'est une petite infographie amusante sur ce que c'est un gros hacker. Donc ils ont mis un chapeau de pirate puisqu'il y a le fameux pirater la croissance. Et ça, c'est différentes caractéristiques. Si un jour vous voulez embaucher un gros hacker chez vous, qui doit comporter, qui doit avoir en lui. Alors d'abord, il doit être à fond sur les stats. Donc comme c'est écrit en haut à droite, Addicted to his metrics. C'est quelqu'un qui va avancer avec des tout petits pas, qui doit avoir l'esprit ouvert et qui va récupérer l'inspiration chez tous ses camarades, justement des différents services qu'on évoquait tout à l'heure, le service commercial, le service marketing. C'est quelqu'un qui doit être créatif, à la fois être capable de juger un design et à la fois être capable de produire un slogan ou des choses comme ça pour pouvoir le tester par la suite. C'est quelqu'un qui est capable de changer beaucoup d'avis, on va dire ça comme ça, de pivoter parce qu'il se rend compte suite à un A/B testing que ça ne marche pas, il faut être capable à un moment donné de s'asseoir là-dessus et de prendre une autre direction, quitte à
à gaspiller un peu pour éviter de perdre plus sur le long terme. Bon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son travail en général, qui va répéter ce qui marche. On parlait tout à l'heure de faire des tests manuels et ensuite d'automatiser dès qu'on a quelque chose qui fonctionne. Quelqu'un qui sait gérer son temps, qui est donc son or, c'est la croissance. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui fait que parler. En principe, c'est quelqu'un qui doit être capable soit de coder, soit de rédiger, soit de faire du graphisme, soit de faire un peu tout ça, mais de mettre en pratique les recommandations qu'il a. Alors, c'est une phrase que j'ai choisie. Ce monsieur, il s'appelle Guy Kawasaki. C'était un des premiers marketeurs responsable marketing chez Apple. Et c'est le père de ce qu'on appelle l'évangélisme, en fait. Il a inventé ça. L'évangélisme, c'est le fait de transformer des employés ou des clients en avocats, en fait. On sait que Apple, pour le coup, il a plutôt bien réussi. Les gens qui ont Apple, en général, ils vont le recommander autour d'eux. Et on en revient à quelque chose qui est de plus en plus utilisé sur Internet dans la vente. C'est ce qui s'appelle l'émotion. Aujourd'hui, on va se rendre compte que quand on fait un site, quand on présente quelque chose, on ne va plus mettre en avant ce que nous, on sait faire, mais on va essayer de donner de l'émotion à ses utilisateurs et plutôt mettre en avant les bienfaits qu'on va leur apporter. Et ça, c'est une philosophie un peu nouvelle. Ça fait 10 ans qu'on fait des sites. Quand on a commencé à l'époque, c'était pas comme ça. C'était plutôt tout le monde allait mettre en valeur son savoir-faire. Et aujourd'hui, si on veut vendre, c'est vraiment à la place du client qu'il faut se mettre et en termes d'avantages clients qu'il faut parler. Et donc, ce qu'il explique, c'est que les grandes compagnies, elles n'ont pas été créées pour gagner $1, mais pour changer le monde. Et c'est ça qui fait, en tout cas, quand on donne cette impression qu'on va arriver à transformer ses clients, ses employés, en avocats de la marque, en fait. Alors l'émotion, de plus en plus, les sites internet, on va avoir des images. La peur, par exemple, c'est quelque chose qui marche très bien, même en marketing. On se rend compte quand on partage des posts en disant les 5 meilleurs sites, les 5 meilleurs emails, ça marche pas trop mal. Dès qu'on fait un post en disant les 7 erreurs à ne pas commettre, ça marche encore mieux. Peu importe l'émotion, mais en tout cas, il faut arriver dans ces designs à être dans le minimum technique et en fait à faire passer le plus d'émotions. C'est ce qui fait qu'on va arriver à convertir ses visiteurs. Et on en arrive du coup à quelque chose qui est à la mode, dont vous avez dû entendre parler aussi, l'inbound marketing et le storytelling qui a un rapport avec l'émotion qu'on vient d'évoquer. Alors, le branding, tout le monde la connaît, c'est quelque chose d'assez ancien, on travaille l'image de la marque. Et de plus en plus, aujourd'hui, on va essayer de raconter une histoire, en fait. On appelle ça le storytelling, que ce soit sur les fondateurs, que ce soit sur le produit, que ce soit sur des anecdotes. Et on va essayer de rendre sa marque sympathique aux yeux de son audience. On va donc utiliser les émotions, comme je disais tout à l'heure, à la fois pour motiver à fond ses employés et faire en sorte qu'on ait des gens qui relayent notre produit, notre message, et faire en sorte de convaincre encore plus, de convertir mieux les clients. L'outbound versus l'inbound, on est dans une époque où le marketing de masse, qu'on appelle outbound marketing, ça marche de moins en moins bien. Les cold calls, c'est-à-dire prendre les pages jaunes et téléphoner, ça marche de moins en moins bien. Et de plus en plus, on utilise ce qu'on appelle inbound marketing, qui est quelque chose qui va faire venir les gens à soi. On va leur donner du contenu. C'est comme ça que nous récupérons la plupart de nos clients. On a un blog donc sur le Growth Hacking où on va donner tout un tas de conseils réguliers aux gens. Ils viennent s'inscrire à une newsletter. Et puis quand on voit qu'ils sont venus 4-5 fois sur tel ou tel article, on sait qu'ils sont chauds. Au moment où on les appelle, on a réussi à se placer en tant qu'expert dans notre domaine, donc on a un accueil beaucoup plus facile avec eux. On n'est pas comme des clients, on est comme des gens sympas qui leur avons déjà donné généreusement du contenu et qui en plus sont experts dans le domaine. Donc c'est super facile au téléphone quand quelqu'un nous connaît déjà. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans un tas de domaines, de se placer en tant qu'expert de son métier, quel qu'il soit. Et donc c'est important d'être généreux. Le blogging, ça marche de plus en plus. Et ça permet de passer toute une phase, surtout quand on a des cycles de vente qui sont longs, à faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire éduquer petit à petit vos visiteurs à l'intérêt de ce que vous proposez. Surtout quand c'est des cycles de vente longs, les gens ne sont pas toujours conscients, ils mettent du temps, ils ne savent pas quel est l'intérêt, quand c'est notre cas, de faire un blog, pas un blog, et petit à petit, en lisant ces articles, par exemple, quand vous faites un blog, vous allez donc les réveiller à votre besoin, et au moment où vous allez les appeler, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on parle d'émotion, on parle de choses comme ça, mais on peut mettre ça dans un cadre très formel et mathématique. Ça, c'est une note que beaucoup de gros hackers outre-Atlantique utilisent avant chaque action en fait qu'ils vont effectuer. Une action, ça part d'une idée. Une idée, en principe, elle est faite pour optimiser un des métriques, acquisition, activation, on va rentrer dans le détail après.
Et on a toujours plein d'idées différentes pour optimiser la croissance. Alors pour les prioriser, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner une note entre 1 et 10 à l'impact, c'est-à-dire quel est de combien va monter l'acquisition, de quel taux va monter le taux d'activation, enfin ce qu'on estime comme étant l'impact de l'idée qu'on a. Confidence, c'est la confiance en l'idée sur le fait qu'elle va marcher ou pas, entre 1 et 10. Ça, donc, c'est un peu une histoire de potentiel d'impact. Confiance, c'est le pourcentage de chance, enfin le pour 10 de chance qu'elle va se réaliser. Et is, c'est le contraire de l'effort. C'est la facilité, en fait. Plus quelque chose est facile, c'est logique, plus il y a de raisons qu'elle soit prioritaire. Donc, on fait la moyenne entre les trois, ça donne une note entre 1 et 10 sur chacune de ces idées. Et c'est un bon métrique qui marche assez bien pour pouvoir les prioriser. Et du coup, regarder d'un côté les coûts et de l'autre côté le rendement. Alors ça, c'est une petite infographie pour illustrer un peu ce que sont les 5 différentes clés du growth hacking. Donc l'acquisition, j'imagine que tout le monde l'a compris, c'est le fait de faire venir du trafic sur son site. L'activation, c'est le fait de faire en sorte qu'ils vont s'inscrire à un service, devenir pas forcément des clients, mais déjà créer un compte, par exemple quand on a une boutique en ligne. En tout cas, activation. Revenu, donc c'est l'optimisation de la monétisation. Référal, c'est le fait de les transformer en ambassadeurs, le concept d'évangélisation. Et rétention, c'est le fait de les garder, bien sûr, parce que c'est plus facile, tout le monde le sait. Ça coûte moins cher de garder un client qu'on a déjà que d'aller en chercher d'autres. Donc c'est un truc super important, la rétention. Alors, on va commencer par l'acquisition. On va développer ça en trois parties différentes, les métriques, les différents canaux d'acquisition qui existent. Et puis on va vous donner quelques exemples de hacks qui ont bien marché pour des très grosses boîtes que vous connaissez peut-être, et puis pour des clients qu'on a déjà pu essayer et qui fonctionnent. Alors au niveau des métriques, ça peut être super vaste. Mais en tout cas, en termes d'acquisition, il y a bien sûr le coût du trafic. Il n'a pas le même coût que vous l'achetez sur AdWords, que vous l'achetez en référencement naturel, que vous travaillez avec une boîte d'affiliation. Mais il faut regarder la qualité de ce trafic. Et donc, il y a différentes clés, différents métriques qui vont vous permettre d'évaluer la qualité de ce trafic. Donc, il y a le taux de rebond, bien sûr, qui est super important. Des gens qui viennent et qui s'en vont, c'est qu'ils ne sont pas super adaptés à votre produit. Et en plus, il peut vous faire baisser le référencement naturel, puisque le taux de rebond, c'est quelque chose qui est plutôt pénalisé par Google, surtout quand vous avez Analytics installé et qu'il est au courant de ce taux de rebond. Donc on a le coût par visite, on en parlait à l'instant, qui peut être par clic ou par inscription selon le modèle d'achat qu'on a. Il faut regarder la rentabilité. Cette rentabilité, on va la décomposer. Il y a le taux d'activation, le nombre de ces leads du trafic qui se sont inscrits au service. Ceux qui sont restés, ceux qui ont acheté. On peut imaginer un advocacy rate, c'est le nombre de personnes. En fait, c'est un métrique qui permet de définir si les clients qu'on a sont des avocats ou pas. Et il y a une expérience qui dit que une note qui marche assez bien, c'est d'envoyer un questionnaire à ses clients, de demander s'ils recommanderaient votre produit et de mettre ça avec une confiance de 1 à 10. Et il y a une formule qui tourne qui dit que on prend ceux qui ont mis 9 ou 10. Ceux-là, c'est sûr qu'ils vont vous recommander. Ensuite, on prend ceux qui ont mis entre 1 et 6. Donc, il y a un certain pourcentage de gens qui ont dit entre 9 et 10. Et il y a un autre pourcentage de gens qui ont dit entre 1 et 6. On fait la différence entre ces deux pourcentages. Et quand on arrive à un pourcentage supérieur à 50%, on a un produit vraiment bien. Il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer. Il y a de grandes chances que la viralisation soit exponentielle. Donc ça, c'est des bons tests à faire en amont. Poser des questions tout simplement à les clients, plutôt que de se lancer à l'aveugle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra après, c'est l'analyse de cohorte. Il y a différents canaux. Le produit est peut-être à différents stades de maturité. Et une cohorte, en fait, c'est un ensemble d'utilisateurs dans un laps de temps court donné, qui donc ont tous les mêmes caractéristiques, sont tous arrivés du même canal d'acquisition. Ils en sont tous à la même étape de monétisation du produit, aux mêmes fonctionnalités du produit. Et il faut bien comparer l'intérieur d'une même cohorte pour éviter les biais sur les stats qu'on va calculer. Alors les différents canaux, la plupart d'entre vous les connaissent, j'imagine, on va les citer plus pour la forme qu'autre chose. Il y a l'emailing, qui est super vieux, mais qui marche encore super bien et qui est un des plus rentables de tous les canaux d'acquisition, même si tout le monde connaît les problèmes des spams, mais en tout cas, ça marche encore super bien. Le SEO, donc Search Engine Optimization, le référencement.
qui est en perte à cause du trafic mobile. On s'en est rendu compte. On a beaucoup fait du référencement. On en parlera après. Aujourd'hui, c'est plus ça qui nous ramène l'essentiel des visites sur notre site. De plus en plus, c'est les réseaux sociaux. On pense que c'est à cause du trafic mobile et du fait que c'est compliqué d'aller taper au clavier sur son portable la recherche, alors que les réseaux sociaux, avec les hashtags, avec les choses comme ça, vous facilitent la vie. En un clic, vous avez accès à l'info. Et donc, on a de moins en moins de trafic en SEO et de plus en plus n'oubliez pas d'ailleurs, en réseaux sociaux. Alors le SEM, donc c'est le trafic payant. Ensuite, il y a les bannières. Ensuite, il y a l'affiliation. C'est-à-dire vous pouvez vous rémunérer des gens pour qu'ils proposent votre produit. Le retargeting, c'est le fait de balancer une pub à quelqu'un qui a déjà visité votre site. C'est ciblé et c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent mais qui est super efficace. Il y a Google qui fait ça, il y a Criteo, il y a pas mal de boîtes. Ça marche très bien. Le social selling, voilà les réseaux sociaux, qui permet à la fois parfois de faire de la vente directe, ce qui est l'acquisition, mais aussi de donner confiance en la marque quand on a beaucoup de followers et de fans, et donc de booster le taux d'activation. Donc même si on travaille de l'emailing, du SEO ou des choses un peu plus traditionnelles que le social selling, c'est quelque chose à vraiment pas négliger parce que ça va vous permettre au minimum de booster votre taux d'activation ou de vente. Et le parrainage, donc c'est un autre canal lié à la viralisation, mais qu'il ne faut absolument pas négliger parce que c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément très cher et qui peut être hyper rentable si votre produit est sympa. Alors quelques exemples de hacks. LinkedIn. J'ai pris des photos. Alors, je vais les retrouver. Alors ça, c'est mon profil LinkedIn sur lequel j'avais, il y a peut-être un mois, 2400 et quelques abonnés. À force de me balader sur LinkedIn, j'ai identifié certains posts qui marchaient super bien, qui généraient beaucoup de commentaires et de likes. C'est des posts à la con, quoi, où souvent, on laisse les gens s'exprimer sur un choix. Et nous, on a un produit en ce moment qui s'appelle Startup Café, qu'on est en train de sortir. On a fait une petite enquête, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de startups qui buvaient du café et qui buvaient d'une espresso en particulier, donc on est en train de sortir ce produit. Et j'ai tenté, j'ai juste balancé un post avec les 4 logos qu'on était en train de tester avec le graphiste, tourné avec 2-3 astuces que j'avais repérées dans d'autres posts, et puis je l'ai regardé évoluer. Alors le café, on l'a pas encore sorti, mais on a un autre produit qu'on est en train de sortir en même temps, et ça m'intéressait de générer du trafic depuis LinkedIn. Alors on va voir l'évolution petit à petit. Là, vous voyez donc le profil qui monte, et en fait, ça c'est le fameux post dont je vous parle. Il y a 4 logos, Startup Café. Et on avait déjà à l'époque 1527 commentaires, ce qui n'est pas rien. Non seulement moi ça me génère du trafic, ça me permet de mettre en valeur mes autres produits, mais en plus de ça, ça me fait une pub gratuite pour mon café pour les startups, parce qu'il y a 1527 personnes non seulement qui ont pris connaissance de la marque, mais en plus qui ont pris la peine et le temps de venir rédiger un commentaire, qui sont impliqués. Donc je les ai un petit peu associés au développement de la marque en fait. Et là on en a 1527. C'était il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Et donc ça m'a fait booster à mort les visites de mon profil. Ça nous a permis de mettre en valeur un autre produit. Et on est arrivé là ce matin, parce que ça continue, c'est toutes les minutes, il y a des commentaires. Si on va direct à la fin, on a 12 000 commentaires déjà. Et ça, si j'avais dû le payer en pub LinkedIn, ça m'aurait coûté un bras. Donc voilà, petites astuces qui sont intéressantes à utiliser. Facebook, si vous avez un produit particulier, que vous voulez engager une personne particulière parce qu'elle a un pouvoir de décision particulier, il y a des astuces qui permettent de lancer des campagnes publicitaires qui sont visibles que par une personne, ce qui permet de les personnaliser à mort. On peut lancer une campagne sur un groupe avec une liste d'exclusion, faire en sorte de virer tous ceux qui ne sont pas la personne qui vous intéresse pas, et du coup on se retrouve à faire une publicité à une seule personne. Et quand on a un décideur particulier sur lequel on veut faire un travail psychologique, peu importe lequel il soit, c'est une astuce qui est super intéressante. Twitter, un truc que peut-être pas mal de gens font, des macros JS, JS c'est JavaScript, des macros parce que souvent on utilise Chrome et c'est quelque chose qu'on peut mettre dans Chrome, donc il y a des macros qui traînent sur internet qu'on peut trouver, qui vont faire qu'on va aller follower automatiquement, parce que c'est long à faire sinon la main. Ce qui marche bien, c'est de faire sur la liste de ses concurrents, et on a un certain nombre de personnes qui vont vous follow back en retour. C'est un truc tout bête, mais c'est super dur d'avoir des followers si on ne fait pas ce genre de choses, et ça, quand on le fait régulièrement, on arrive à avoir des comptes
en quelques semaines à plusieurs milliers de followers. On a des exemples là-dessus aussi. Twitter, un autre hack qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle la graine d'engagement. C'est quoi? C'est rendu. C'est ça, en principe, les concurrents proposent un service qui ressemble à ce que vous proposez, et les abonnés de vos concurrents étaient intéressés donc par un service qui ressemble à ce que vous proposez. Et vous, si vous les suivez, ça va leur faire une notification dans l'appli. Ils vont voir que vous les avez suivis. Donc en principe, le réflexe, pour un certain nombre de gens, ça va être de cliquer pour voir quel est le profil de cette personne qui m'a suivi. Et là, si votre bio, votre description est bien faite, et le tweet épinglé, c'est un tweet qu'on peut accrocher en haut du profil sur lequel on conseille aux gens de mettre une proposition de valeur. Il y a de grandes chances qu'ils vous suivent en retour puisqu'ils ont été intéressés par le même type de service vendu par la personne en face. Voilà pourquoi on fait comme ça. Donc la graine d'engagement, on s'est rendu compte que les posts, parce que nous Twitter c'est notre plus grosse source d'acquisition pour le coup pour notre blog, et on a remarqué que les tweets qu'on faisait qui généraient beaucoup d'engagement généraient aussi beaucoup de clics. Les gens quand ils voient, alors il peut y avoir une logique, mais on a essayé de faire ça de façon un petit peu automatique, robotisée. On avait créé un tas de comptes, puis on est venu à la main avec TweetDeck, que vous connaissez peut-être, qui est un outil qui permet de brancher plusieurs comptes Twitter dessus. On est venu engager, donc liker et retweeter des tweets. Et puis quand on arrivait à des tweets, on avait fait pas mal d'engagements robotisés, donc, ou que nous-mêmes on faisait avec d'autres comptes, ben, ça entraîne plus d'engagement naturel en fait, et plus de clics. Alors du coup, on a mis en place toute une stratégie. On a une centaine de robots qui tournent sur Twitter et qui vont venir avec un peu d'aléatoire régulièrement liker, retweeter les posts qu'on fait avec notre blog. Et ça nous a boosté, je crois que c'est la slide d'après, les stats à mort. En haut, c'est les stats Twitter et en bas, c'est les stats d'Analytics. Donc on a 800 000 impressions de tweets alors qu'on n'a pas une super grosse audience. On a 6 000 personnes. On a fait 123 tweets. Et en tout, on a 800 000 affichages. Donc on a beaucoup de ce trafic qui arrive ici. Sur notre blog sur Google Analytics, ça c'est des stats récentes, vous le voyez, j'ai sorti ce matin. Et on a plus 50% à peu près en moyenne de tous les côtés, depuis qu'on a mis en place cette stratégie de robot qui va venir liker, retweeter automatiquement les posts qu'on fait. Donc vraiment, ça génère du clic. Tout à fait. Aussi, tout à fait. Je ne l'ai pas expliqué, mais effectivement, ce qu'on a fait, on a, en fait, je vous parlais d'un autre produit tout à l'heure qu'on a lancé, on est sur le café, on a lancé un truc qui s'appelle Twitter Boost. Donc forcément, on est un peu en plein dedans. C'est un side project, on va voir après. Dans notre projet qu'on voulait faire, on a pris la fonctionnalité la plus simple et la plus utile pour les utilisateurs. Minimum viable product, on verra après. Et puis ça marche, on a balancé ça, on a testé, on a 1500 inscrits sans avoir fait de pub. Et donc, ça permet de faire de la croissance automatique. En fait, on a complètement robotisé les comptes, ils vont tweeter automatiquement, ils vont retweeter automatiquement sur des domaines qui les intéressent. Pour nous, pour le coup, c'est les startups, donc ils ont tous un rapport avec les startups, nos robots. On arrive à leur faire avoir 5-6 000 followers. De toute façon, arrivé à 3-4 000, on les met déjà dans ce qu'on appelle une nursery. Et on va là automatiquement engager donc nos tweets à nous. Donc non seulement effectivement ils sont retweetés et donc ça propage ça auprès de leur audience qu'on a fait croître et qui a rapport avec les services qu'on propose, donc les startups. Mais en plus de ça, cette histoire elle est partie au début, c'est des hashtags. On s'est rendu compte que les gens, ils peuvent pas regarder leur tweetline parce qu'en général ils ont trop d'abonnements. Quand on a déjà, je sais pas, 200-300 abonnements, c'est pas beaucoup. Ça fait je sais pas combien de messages, on peut pas les regarder, c'est pas possible. Nous, je crois qu'on doit suivre 3 ou 4 000 personnes avec Growth Hacking France. Donc voilà. Ce qu'on fait en général, puisque c'est quand même un outil de veille à la base, Twitter, c'est qu'on va aller regarder les tweets sur un hashtag donné. Mais sur un hashtag donné, comme il y a beaucoup de gens sur des hashtags comme marketing ou digital, qui sont des hashtags qui nous intéressent, qui vont se positionner, au bout d'un moment, votre post à vous, il disparaît. Et en fait, ce qui permet de le faire tenir sur la tweetline du hashtag, c'est l'engagement. C'est le nombre de clics et de retweets. Twitter juge qu'un tweet est intéressant s'il a généré beaucoup d'engagement et donc il va le laisser dans la timeline. Au départ, c'est pour ça qu'on a eu cette stratégie. Et du coup, on profite à la fois des suiveurs de nos robots donc, qui sont qualifiés par rapport à ce qui nous intéresse et aussi du fait que notre tweet reste sur les hashtags. On se sert aussi de ça pour finir sur Twitter, cette parenthèse.
Sur les tweets tendances, quand on a commencé à Twitter Boost, chaque fois qu'il y avait un tweet tendance qui nous intéressait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent dessus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui consultent aussi ce hashtag. On faisait une pub pour Twitter Boost, qu'on allait booster avec tous nos robots derrière, et ça permettait de la faire tenir aussi sur la tweetline du hashtag tendance. Et du coup, on a certains tweets qui arrivent à dépasser 30 000 vues, alors qu'on n'a pas du tout 30 000 personnes dans nos abonnés, puisqu'on n'en a que 6 000. Je ne sais pas si ça vous répond. Donc Twitter, on en a parlé. Google, 2 exemples de hacks. Il y en a que j'ai appris ici d'ailleurs. Tor, on s'en sert pas mal en ce moment. Et on est capable d'aller simuler des visites sur un site, des visites bien sûr qui ne génèrent pas de rebond, où cette visite va rester un certain moment. Donc c'est pas un rebond, personne reste à un certain moment donné. On va la visiter après avoir traversé Google sur les mots-clés qui nous intéressent. Et puis Google, on se rend compte que quand il voit des visites, il ne sait pas d'où ça vient parce qu'on passe par Tor. On laisse une bonne empreinte positive avec comme si on était intéressé par le produit qu'il y a sur le site. C'est quelque chose qui permet de faire monter facilement le référencement et de se positionner parfois avec un budget relativement restreint par rapport à des gros du marché en face. Pardon ? Tor, c'est une espèce d'internet dans internet où vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre, et celui qui vous veut sortir, il ne sait pas par où vous êtes rentré, il ne connaît pas votre adresse IP, il ne sait pas qui vous êtes en fait. C'est un système d'anonymisation où on trouve bien sûr, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des armes, du cul, de la drogue, enfin tout un tas de choses qu'on n'aimerait pas trouver, mais comme c'est anonymisé, on a ça là-bas aussi. Et il y en a qui s'en servent à des fins techniques juste pour de l'anonymisation. Pour le coup, c'est ce qu'on fait nous, voilà. Et Roméo et Juliette, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'on avait essayé, ça a marché. On a pris un site, il y avait un client à l'époque qui était dans le rachat de crédit, et le rachat de crédit sur Google, ça coûte 25 € le clic. C'était ça à l'époque, c'est super cher. C'était une petite boîte qui s'appelait SLP Conseil, et ils n'avaient pas assez de budget pour rester longtemps, mais c'était rentable pour eux, alors on a essayé de les placer en référencement naturel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un site. On a pris, parce que c'était tombé dans le domaine public, un livre de Roméo et Juliette, donc on avait ça dans notre base de données. On a pris tout un tas de mots qui avaient un rapport sémantique avec le rachat de crédit, et on a mélangé ça avec le livre de Roméo et Juliette. On a mis des liens. Chaque fois qu'on cliquait sur un lien, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais ça faisait une espèce de clé de hash avec le mot. Chaque mot est comme un identifiant unique en fait, qui permettait de générer la page d'après avec de l'aléatoire sorti du texte Roméo et Juliette, dans lequel on venait remplacer certains verbes par des verbes financiers, certains mots par des mots en rapport avec le rachat de crédit, l'usure, des choses comme ça, pour garder une connotation sémantique correcte. Et on a réussi à faire référencer 800 000 pages dans Google d'un site qui voulait strictement rien dire, quoi. Bien sûr, avec tout un tas de liens vers le site de notre client, qui s'appelle Rachat Crédit, et on a réussi à les faire monter en première page comme ça. Donc un exemple de hack pas cher. Enfin, pas cher. Il a quand même fallu développer le truc, mais il a fait grave d'économies par rapport à 25 € le clic. Et l'emailing, un hack qu'on a trouvé, on en a fait un produit. Si vous tapez sur internet Magic Minute, vous verrez des références dans un blog qui s'appelle emailing.biz. En 2011-2012, on avait fait ça. On a inventé un système, puisqu'on avait un client qui faisait beaucoup de marketing à l'époque, qui envoyait beaucoup de mails, qui avait des problèmes de taux d'ouverture parce que sa base n'était pas très propre, et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui doivent se reconnaître là-dedans ici. Et ce qu'on a fait pour booster le taux de conversion, le taux d'ouverture, des emails, c'est que on a traqué toutes les heures d'ouverture et les heures d'action des gens, de clics, de machin, tout ça. On a mis ça dans une base de données. On a fait une espèce de moyenne pondérée un peu intelligente, et on a estimé la plus grande probabilité de présence d'un internaute devant sa boîte mail. Celui-là, c'est à 10h du matin, celui-là, c'est à 9h, celui-là, c'est le soir, chacun ses habitudes. Donc c'est qu'une probabilité. Mais en faisant ça et en envoyant du coup les mails, traditionnellement à l'époque, une campagne, ça s'envoyait sur 2 heures ou 1 heure, le plus vite possible. Nous, on faisait étaler toutes les campagnes sur 24 heures. Et on allait taper à chaque fois, chaque minute, les gens qui avaient le plus de chances d'être là. On a réussi à booster le taux d'ouverture par rapport au gros du marché avant, en face, qui était Experian ou Silver Pop, enfin des gros du marché, de 20%. Juste en envoyant le mail au bon moment. Donc, c'était des exemples pour vous montrer que quand on est un peu malin, avec de faibles coûts, on peut arriver à faire un tas de choses. Alors les stats, on les a vues, on ne va pas y revenir.
ça marche bien, c'était pour illustrer un peu le propos d'avant. Et maintenant, je vais laisser Émilie vous présenter la partie sur l'activation, puisque c'est elle qui s'en occupe en général quand il y a des gens qui viennent nous voir. Alors maintenant que vous avez réussi à amener du monde sur votre site, il faut se dire, qu'est-ce que je vais faire pour les faire rester? Comment je vais les inciter à s'inscrire par exemple à une newsletter ou à s'inscrire à un formulaire? Voilà. Donc là, on va vous présenter des astuces qui sont essentielles pour passer cette étape d'activation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, en quoi ça consiste l'activation? C'est faire en sorte que l'internaute qui va venir sur votre site va y rester, va faire certaines actions et va vouloir acheter bien sûr par la suite. Ou alors utiliser le service. Il faut également pour ça favoriser le bon déroulement. Donc il faut qu'il sache où aller pour faire certaines actions. Comment on mesure ça? Comment on mesure cette activation? On a des objectifs. La durée moyenne de la session par exemple. Combien de temps il va rester sur la session? Combien de temps il va rester sur telle ou telle page? Également, combien de pages il aura vu par session? Voilà, il va se connecter et il va voir tant de pages, peut-être 2, 3, peut-être plus. On va avoir également un retour sur le taux d'inscription à la newsletter ou sur le flux RSS, par exemple. Vous connaissez tous Airbnb. Donc Airbnb a très bien su mettre en avant sa proposition de valeur. Donc là, on est sur une page d'accueil d'Airbnb. Ici, vous voyez bien le logo de la marque, qui reste quand même assez discret, mais on le reconnaît. Là, vous avez le slogan « Bienvenue à la maison ». C'est un slogan qui est très intime. Voilà, la personne va se dire « Je vais louer chez Airbnb, je vais me sentir comme chez moi ». Donc on a un slogan qui est quand même très porteur. En dessous, louer des logements uniques auprès d'autres locaux dans plus de 190 pays. Là, c'est leur proposition de valeur. Donc cette proposition de valeur, quand l'internaute va arriver sur cette landing page, il va se dire « Ok, donc Airbnb, ça va m'aider à louer des logements auprès de particuliers dans beaucoup de destinations. » On a quand même une proposition de valeur qui est assez longue, mais qui explique clairement ce à quoi l'internaute va s'attendre. Voilà. Moi, j'y gagne quoi? J'y gagne que je vais pouvoir réserver une chambre ou bien un logement entier à un particulier dans le pays que je veux. La proposition de valeur, elle est également présente chez LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un réseau professionnel où beaucoup de personnes viennent s'inscrire aujourd'hui. Là, on est sur la notion de gratuit, donc qui va vraiment inciter les personnes à s'inscrire. Et distinguez-vous professionnellement. Ça montre que LinkedIn est là pour vous distinguer face aux autres professionnels. Dans l'activation, on a également le call to action. Donc c'est des petits boutons d'action que vous allez voir régulièrement sur les sites. Donc ici, il est en haut de page et également répété en bas de page. Ces petits boutons d'action, il faut qu'ils soient visibles, clairs, précis. En général, on est sur un verbe. Voilà. Passer, alors par exemple, on peut avoir accéder au panier ou alors acheter. Il faut vraiment que ce soit visible avec des couleurs différentes du site, par exemple, pour pousser l'internaute à passer à l'action. En activation, on a également la technique d'A/B testing. Ça, c'est primordial. Il faut toujours tester différents visuels, par exemple, différents textes, différentes propositions de valeur. Vous pouvez également faire ça. Donc, vous allez faire des panels de visiteurs, toujours de la même taille. Comme ça, vous pourrez voir au final quels sont les visuels qui ont le plus plu, quels sont les visuels qui ont le plus touché l'internaute. Finalement, on parle toujours d'émotion au niveau des visuels. Donc là, on peut voir que sur cette image-là, on est quand même sur un gros plan de Barack Obama. On ne voit pas les personnes qui sont en face de lui, on ne voit pas avec qui il discute, on est sur un plan très, très serré. Sur celle-ci, on est sur un plan plus large. Là, on voit donc sa femme. Et on voit également les deux personnes qui participent à ce dîner avec lui. Donc, en ayant utilisé ces deux visuels, on s'est rendu compte qu'il y a quand même 19% de plus, conversion en plus, avec le deuxième visuel qui est plus large, qui permet à l'internaute finalement de
de se sentir totalement dans l'environnement, de penser qu'il est lui aussi invité à ce dîner. Pour l'activation, on a également les formulaires. Donc au niveau des formulaires, il faut qu'ils soient très simples. Formulaire d'inscription, formulaire de contact. Dans un premier temps, il faut seulement demander l'adresse mail et ensuite on passe sur d'autres formes de formulaires d'acquisition. D'activation, pardon. Ensuite, bien sûr, les coordonnées différentes. Est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus? Allô? Ouais. Ce qui est important dans les formulaires, surtout, c'est de minimiser le nombre de champs. En particulier quand c'est des champs où il faut taper au clavier. Bien penser, j'en reparlerai après, du coup que ça a de lâcher le clavier pour reprendre la souris et vice-versa. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de clients. Le dernier, pour le coup, c'est une startup qui s'appelle Booking Hotels, qui avait un formulaire très compliqué au début quand ils sont venus nous voir pour faire leurs produits d'inscription, parce que les hôtels, ils ont plein de choses différentes, la pointure, la couleur des cheveux, enfin un tas de trucs, quoi. Et on a réorienté ça, on leur demande plus que 4 champs à l'inscription. Et ensuite, elles vont venir compléter leur profil, un peu comme sur LinkedIn d'ailleurs, où on vous pousse ensuite à venir le pousser, vous êtes expert quand vous avez tout rempli. Et ça marche beaucoup mieux en majorité comme ça. Après, bien sûr, il faut toujours tester, il y a toujours des projets avec des cas particuliers. Mais c'est plus facile de faire du onboarding sur quelqu'un en lui demandant peu de choses. Et après, une fois qu'on lui a donné des rewards, des récompenses, on verra après est-ce que c'est la notion de récompense, il va plus facilement aller renseigner le reste du formulaire. Voilà. Si on est sur les portables, c'est effectivement encore autre chose. Alors là, pour le coup, on n'a pas de notion de souris, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui consiste à taper au clavier, ça coûte plus cher à l'internaute. Alors la souris, du coup, les menus déroulants qu'on clique sur la souris sont remplacés par le pouce, mais c'est plus facile à des menus déroulants ou des radio buttons ou des checkbox, des choses comme ça, plutôt que d'aller. Donc, au maximum, on va, quand il y a des champs textuels, essayer de faire en sorte qu'ils soient pré-remplis ou des choses comme ça. Technique toute bête, c'est de regarder l'ensemble des champs qui ont été remplis auparavant, prendre celui qui est le plus fréquemment donné dans ce cas-là et le mettre à la place. Il n'y a que pour le nom, le prénom, l'adresse mail qu'on ne peut pas faire grand-chose. Petit détail très important, c'est d'appeler le champ comme il faut. Comme ça, quand la personne clique dessus, qu'elle a déjà rentré son email auparavant dans un champ qui s'appelait correctement email, elle n'a plus qu'à cliquer une deuxième fois parce qu'il est dans l'historique de son navigateur. C'est des petits détails mais qui permettent vraiment de booster la performance d'un formulaire web. Alors dans l'activation, on a toujours des cas particuliers. On va prendre l'exemple des sites de e-commerce, sites de vente en ligne. Il faut savoir que c'est des formulaires qui peuvent être complexes, qui peuvent être longs à remplir. Donc, il faut simplifier ce funnel d'acquisition. Le funnel d'acquisition, c'est les différentes étapes qui vont mener l'utilisateur à devenir acheteur ou à devenir tout simplement acheteur, à utiliser le service. L'activation va être donc progressive. C'est-à-dire qu'on va compléter l'adresse mail, comme on l'a dit, ensuite les coordonnées, et ensuite passer à l'acte d'achat. Il peut exister différents niveaux d'acquisition. Allô? Ouais. Juste pour revenir rapidement sur l'activation, on a... Ouais, je vais prendre plutôt Boost. Ah merde. Tant pis, ça va être compliqué le temps que je me connecte. Mais c'était pour vous montrer. Nous, par exemple, dans notre produit Twitter Boost, on a différents degrés d'activation. On a d'abord la personne qui va donner son adresse mail. Ensuite, une fois qu'elle a donné son adresse mail, elle va pouvoir. Tant pis, on va laisser tomber. Elle va pouvoir remplir un peu plus son profil, puis elle va pouvoir aller créer une application sur Twitter. Et tous ces gens-là sont à différents niveaux de l'acquisition chez nous, jusqu'à l'achat plus tard. Donc on peut considérer, je vais y arriver, désolé. Je comprends rien. Ah, okay. Ah, c'est bon. Voilà.
Oui, il peut y avoir différents degrés d'activation. Par exemple, voilà, prenons un site de vente en ligne, ça va être plus facile. Il y a une première activation qui est la création du compte, qui peut être juste avec une adresse mail. Une deuxième activation qui est la complétude du compte, dans laquelle on va donner ces informations. Et une troisième niveau d'activation qui est l'achat en lui-même, quoi. Et donc, on peut avoir plusieurs taux d'activation différents à booster. Et chaque fois, le mieux, parce qu'on a souvent des ressources illimitées et une très grande imagination, et donc il faut prioriser, c'est souvent ça le problème des startups. Et donc j'en reviens à la première note que je vous ai proposée tout à l'heure, qui s'appelle LICE. Et pour chacun de ces taux d'activation, pareil, quand on a des idées, on va se poser la même question: quel est l'impact que ça va avoir sur mon taux de conversion, quel effort ça va me coûter, quelle chance il y a que ça fonctionne. Et du coup, un peu plus loin, quel est le taux d'activation qui me pose le plus de soucis? En gros, qu'est-ce qui va me coûter le moins cher et me rapporter le plus? C'est ça, en résumé, la philosophie du gros hacking. Alors la rétention, donc effectivement, c'est important, parce que quand on a des clients, je le disais tout à l'heure, ça coûte moins cher de les garder que d'en trouver des nouveaux. Alors les 3 règles d'or, la première, c'est l'ultra-personnalisation. C'est super important. Aujourd'hui, c'est rare que vous receviez un email sans qu'il y ait votre prénom dans le sujet, par exemple, ou des choses comme ça. Les commerciaux le savent bien, c'est le mot le plus doux à l'oreille de quelqu'un, le prénom, et s'en servent. Pareil, il faut ultra personnaliser sur tout ce qui est déclaratif de la part de l'utilisateur. Je viens d'évoquer par exemple le prénom, ça peut être son âge, sur son anniversaire, ça peut être un tas de choses. Mais aussi comportementalement, quand on sait qu'il a fait telle ou telle série d'actions et qu'on vient à ce moment-là lui parler en sachant qu'il a fait telle ou telle série d'actions, qu'il le prend vraiment pour lui et qu'il se sent unique. Si vous arrivez à lui donner cette impression, vous avez gagné. Minimiser les clics et les champs de formulaire manuel, on en parlait à l'instant, du coup on a déjà développé ça, on ne va pas trop s'attarder. Et maximiser les récompenses, on va faire un lien avec quelque chose que les commerciaux utilisent souvent et qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Alors ultra-personnalisation, elle peut se faire sur les emails de onboarding, c'est-à-dire d'invitation au service et d'invitation à l'activation du service. Sur la relance d'inactifs et d'anniversaires. D'ailleurs, on a un client qui fait ça très bien, qui s'appelle ShopImail, qui fait un peu partie de cet écosystème, qui a un système de relance de panier abandonné qui est génial. Le prénom, donc comme les commerciaux, j'en parlais tout à l'heure. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est d'utiliser le maximum de données qu'on a sur l'utilisateur. Tout à l'heure, j'ai évoqué un client pour lequel on est arrivé d'ailleurs à faire cette machine à mail. Et il avait une base à shooter, il y avait plusieurs segments différents et chaque segment était plus ou moins rempli selon que dans un autre projet, ils avaient placé telle ou telle étape d'activation. Il y en avait pour lesquels on avait que le prénom et le nom, il y en avait on avait la date de naissance, il y en avait on avait un peu plus, on avait le pays, la ville, parce qu'on avait la géoloc. Et très clairement, plus on travaillait dans le corps du texte, des textes en rapport avec les données qu'on avait sur lui, et plus on avait de données, très clairement, plus c'était efficace en termes d'ouverture et de clics. Les mails qui ont le mieux marché, c'est les mails qui étaient personnalisés avec le nom, le prénom, la date de naissance et la géolocalisation, clairement. Donc vraiment, plus on en a, plus ça vaut le coup de les utiliser dans votre stratégie de communication. Alors, minimiser les clics et les champs de formulaire manuels. Quelques exemples pour comprendre ce que c'est le coût dans Twitter, qu'on connaît pas mal. Ce qui coûte le moins cher à un utilisateur, c'est le sondage. Parce qu'il va cliquer sur... il y a des choix, ça fait pas très longtemps qu'ils ont sorti les sondages, Twitter, quelques mois je crois. Et quand on clique sur un sondage, le sondage il est là, il se passe quasiment rien sur l'application. On enfonce un bouton, mais on ne change pas de page, comme quand on fait un clic ou quand on fait quelque chose, on va le voir après, qui est un peu plus coûteux. Ça laisse pas de trace en plus un sondage. Donc c'est pas engageant pour l'utilisateur. Personne ne va savoir qu'il a voté pour ce vote-là et qu'il a fait tel vote. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui coûte pas cher. Un tout petit peu plus cher, c'est le like. Juste à peine plus cher parce qu'il se passe toujours rien. On reste toujours dans l'interface de Twitter, mais on peut aller voir que cette personne a liké ça dans sa liste de likes, donc ça lui coûte à peine un peu plus cher. Un retweet, c'est plus cher parce que y a un petit pop-up qui vient et en plus c'est marqué dans son profil, donc c'est encore plus engageant. Le fait de citer, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut aller taper au clavier. Et ce qui coûte le plus cher, c'est les clics, parce qu'on sort de l'interface de Twitter, même s'il a essayé de faire un navigateur embarqué, c'est embêtant de cliquer sur Twitter. Tas de raisons différentes, notamment, par exemple, on change d'univers, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes sur Twitter, vous avez parfois la possibilité, je sais pas, vous avez cliqué sur un post, et pour utiliser tel service qui est lié au post sur lequel vous avez cliqué, il faut vous connecter avec votre compte Facebook. Compte Facebook, vous avez oublié le mot de passe, mais il est dans votre navigateur. Sauf que dans le navigateur embarqué de Twitter, il n'y est pas, ce mot de passe. Du coup, c'est embêtant.
Et donc, pour réduire au maximum ce qu'on appelle les coûts donc pour l'utilisateur, il faut essayer de le laisser au sein du même univers. C'est pour ça que de plus en plus, on fait des interfaces intelligentes où il y a Ajax qui est utilisé. Quand on remplit un formulaire, au lieu de changer de page, d'avoir tout ce temps de rechargement, c'est fait en direct. On clique sur un bouton, on a l'information qui va et qui revient. Et c'est pas anodin. Ça permet de réduire ce coût en fait pour l'utilisateur. Donc même si c'est un peu plus cher parfois de développer des parties de son service, quel qu'il soit sur Internet, avec l'Ajax, ça vaut vraiment le coup en général. Pré-remplir au maximum les champs textuels, on en a parlé tout à l'heure. La souris au clavier, on en a parlé aussi. Maximiser les récompenses. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler d'analyse transactionnelle ici? Ouais, quelques-uns. C'est une notion donc la caresse, c'est l'analyse, c'est l'unité de l'analyse transactionnelle, mais grosso modo, c'est faire du bien à quelqu'un. L'histoire qu'on raconte en analyse transactionnelle, s'il y a deux personnes qui se croisent, qui ne se connaissent pas, elles se croisent tous les jours, elles se disent bonjour, l'autre lui répond bonjour. Et au bout d'un moment, il se passe 4-5 jours, et une des personnes n'est pas là. Et on a été habitué à cette caresse, et puis on l'a pas, et puis d'un coup on le revoit le 6e jour, ce gars-là. Et là, on va prendre du temps. Alors, je t'ai pas vu, tu es parti en vacances, enfin, je sais pas, il raconte un peu plus de choses, et donc on va échanger un peu plus de caresses pour rattraper ce manque. Ça, grosso modo, c'est l'analyse transactionnelle, grosso modo. Et c'est ces récompenses-là qu'il faut essayer d'optimiser au maximum dans le produit. Le fait d'être followé par quelqu'un, le fait d'être liké. On sait que ça fait plaisir à la grosse majorité des gens. Le fait d'avoir ses posts tout simplement consultés. Pourquoi il y a des gens qui racontent leur vie sur Facebook? Parce qu'il y en a d'autres qui la regardent. Contenu, donc le contenu, c'est vrai. Exemple de, ah oui, ça c'est limite hors sujet, mais si pour la rétention, une anecdote. Twitter s'est rendu compte, et c'est pour ça que c'est super important d'étudier le parcours client, comme on appelle ça. S'est rendu compte que les gens qui étaient inscrits sur Twitter, parce qu'ils ont un gros problème d'inactifs sur Twitter, ils ont un tas de comptes qui sont créés, et puis les gens ne les utilisent pas. Vous avez dû entendre des rumeurs de rachat, ils ne sont pas rentables, bon bref. Et ils se sont rendus compte que les gens qui suivaient 50 ou 60 personnes, je ne sais plus quel était le nombre, peu importe, étaient des gens qui finalement restaient sur Twitter et devenaient actifs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Fort de ce constat, ils ont développé dans l'interface, quand on s'inscrit sur Twitter maintenant, la possibilité de suivre automatiquement un certain nombre de personnes d'un coup. Si vous avez créé un compte Twitter il n'y a pas longtemps, on vous l'aura proposé, en fonction des hashtags que vous avez donnés. Et effectivement, ça a permis de faire monter le taux d'actifs sur Twitter grâce à l'analyse en amont du parcours client et du distinguo entre les comptes actifs et les comptes inactifs. Donc super important d'analyser le parcours client. La gamification, en termes de récompense, c'est un truc qui marche bien. S'il y a des gens qui utilisent Waze ici, ils le savent, il y a différents grades selon les actions bien ou pas bien qu'on a faites de déclarer le radar. Enfin, en tout cas, on a des grades. On a fait ça pour un client qui fait partie de l'écosystème un peu local aussi, qui s'appelle Smart Cycle, où c'est une application mobile qu'on a faite. Les gens peuvent aller recycler des rebuts, ils les prennent en photo, ça les met sur une carte, quelqu'un qui veut venir le récupérer peut venir le récupérer. Ou alors, au bout d'un moment, c'est la mairie qui va le récupérer quand personne ne le prend. Et plus on va mettre des données dans l'application parce qu'on va prendre en photo ces rebuts, plus on monte en grade. Et le gros avantage de la gamification, au-delà de la rétention, parce que les gens, ça leur fait plaisir d'avoir des grades, surtout s'il leur manque que quelques points avant le prochain niveau, ils vont rester, ils vont revenir pour essayer de gratter le prochain niveau. C'est la viralisation. Souvent, ça se fait de partager des grades sur les réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup dans les jeux. Tout le monde a vu un copain qui, avec Farmville, a gagné je ne sais pas combien de pièces d'or ou je ne sais pas quoi. Et ça se fait de plus en plus dans les applications. C'est un truc qui est importé du jeu, mais qui marche très bien. Et donc, si vous avez moyen de mettre ça dans votre produit, c'est efficace à la fois en termes de rétention et en termes de viralisation. Je laisse la parole à Émilie. Alors, on arrive au stade de la viralisation. L'étape ici, c'est de faire en sorte que les utilisateurs deviennent vos ambassadeurs, qu'ils aient envie de parler de vous, qu'ils aient envie de vous recommander auprès d'amis, de proches ou même auprès d'autres professionnels. En quoi ça consiste la viralisation? Donc c'est vos utilisateurs actifs qui vont parler de vous, qui vont être transformés donc en ambassadeurs, qui vont provoquer des recommandations, qui vont donner envie à leurs proches d'utiliser vos services, d'acheter vos produits. Comment on mesure ça? Par exemple, un utilisateur va aller sur ses réseaux sociaux, il va partager vos liens.
un utilisateur va avoir un filleul. Donc l'utilisateur actif va avoir un filleul et il peut également avoir des filleuls qui sont eux-mêmes actifs. Donc boucle de recommandation. Un exemple avec le parrainage. Le parrainage, c'est vraiment le bouche à oreille. Par exemple, avec Uber, lorsque vous êtes utilisateur de ce service, si vous en parlez autour de vous, la personne qui va utiliser Uber et à qui vous en avez parlé va avoir un bon d'achat. De même pour vous, vous allez être récompensé. On est vraiment avec le parrainage sur l'envie de partager et d'être récompensé. Under promise et over deliver. Donc là, on va faire une promesse à nos utilisateurs, à nos prospects. On va leur dire, je vous promets telle chose, et on va s'y tenir. C'est vraiment primordial. Il faut toujours se tenir à ce qu'on promet. Le petit plus ici, dans ce contexte de viralisation, c'est qu'on va faire une promesse, mais on va apporter plus. Par exemple, Amazon, système de livraison, on vous dit que vous allez être livré sous 4 à 5 jours. Le petit plus, c'est si la livraison arrive avant. Vous l'avez 2 jours avant, vous êtes super content parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça soit aussi rapide. Petit exemple, notre roll-up, on l'a reçu 2 jours plus tôt. On était ravis, on a mis un super commentaire sur le site. Les ambassadeurs. Alors vous devez sûrement connaître l'exemple d'Hotmail, qui fait partie des premiers cas de gros hacking répertoriés. Hotmail, donc en 1996, un des cofondateurs se rend compte que 80% des utilisateurs deviennent utilisateurs par le bouche à oreille. Ils se disent, on ne va peut-être pas utiliser la publicité classique, tout ce qui est télévision, radio, journaux, ça coûte très cher et on n'est même pas sûr du résultat. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la fin des emails de leurs utilisateurs, ils ont rajouté un petit mot, PS I love you, get your free email at Hotmail. Et vous voyez par rapport à cette courbe, le gain monumental, j'ai envie de dire, d'utilisateurs. On est passé à 1 million au bout de quelques mois, et ils ont été rachetés 1 an après, grosso modo, par Microsoft pour 400 millions de dollars. Milliards. Millions, excusez-moi. Dans le cas des viralisations, on a également les early adopters. Les early adopters, ça va être les tout premiers utilisateurs de vos services ou de vos produits. Pour le cas de Dropbox, ils ont dit à leurs utilisateurs, à leurs early adopters, si vous m'apportez d'autres utilisateurs, moi ce que je vous offre, c'est du stockage supplémentaire. Et stockage supplémentaire pour le parrain, également pour le filleul. Donc ça a très bien marché, ils se sont retrouvés avec beaucoup plus d'utilisateurs que prévu. Donc toujours cette idée d'early adopter, il faut faire en sorte que les tout premiers utilisateurs se sentent mis à part, se sentent vraiment mis en avant. Est-ce que tu veux parler de Twitter Boost ? Ouais, rapidement, 2 points sur la viralisation. Je reviens juste sur le over-deliver and under-promise. C'est vraiment la base, c'est super important pour la viralisation. C'est quelque chose qui a été théorisé dans une association qui s'appelle Word of Mouth Association. Ça revient un peu à la viralisation, le bouche-à-oreille, quoi, qui est un peu la même chose, mais hors d'Internet. Et très clairement, si vous voulez que votre message vous échappe et qu'il soit relayé par les utilisateurs et que vous ne contrôliez plus rien, ce qui est la définition d'un buzz, si vous contrôlez les choses, ça n'a rien d'un buzz. C'est vraiment une règle essentielle, quel que soit le service que vous avez, de donner plus que ce que vous promettez. Il n'y a que comme ça que les gens vont parler de vous, parce que justement, vous n'en parlez pas dans votre message commercial. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est une baseline, c'est super important pour la viralisation. Pour la communauté d'early adopters, on a vraiment eu la chance de pouvoir le tester avec Twitter Boost, parce que bien souvent, on donne du conseil à des clients, et puis là, on s'est dit, on va sortir un peu nos produits, parce que ce sera plus facile, on n'aura pas de donneur d'ordre au-dessus, et donc on pourra faire un peu plus ce qu'on veut. Et ça a super bien marché. On a une communauté d'early adopters de 1500 personnes sur Twitter Boost. Et les gens donc nous font des retours. Et ce qu'il faut vraiment, c'est qu'ils s'approprient le produit. Il y a une espèce de notion de co-création, de co-construction, parce qu'on a un forum, ils viennent nous faire des recommandations. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, on fait voter les gens. Et donc c'est vraiment la communauté qui façonne petit à petit l'outil au plus près de son besoin. Et quand elle va se retrouver en position d'ambassadeur, en ayant l'impression d'avoir co-construit ce produit, elle est encore plus impliquée, elle a encore plus envie de partager parce qu'elle est un peu génitrice de ce projet.
Et donc, quand vous avez une communauté d'early adopteurs, c'est vraiment cette stratégie-là qu'il faut mettre en place, faire en sorte qu'ils s'approprient le projet et qu'ils vous aident à le construire par leurs recommandations. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une véritable armée d'évangélistes derrière ensuite qui vont aller recommander ce produit à leurs copains en disant bah, tiens, regarde, c'est un super produit. En plus, moi, j'y ai participé aussi. Voilà. Un autre exemple également de viralisation avec les early adopteurs, c'est Evernote. Donc, quand ils ont commencé à lancer leur outil de prise de notes, ils ont eu besoin d'avoir des retours, un peu comme nous avec Twitter Boost. Ils avaient besoin d'avoir des premiers utilisateurs qui leur disaient « Écoutez, ça, c'est une bonne idée, ça, par contre, il faut l'oublier. Moi, je verrais plus une utilisation de cette sorte plutôt que de cette sorte. » Ça a très bien marché. Ils ont utilisé un blog américain pour faire passer des invitations pour ces early adopteurs. Et ces invitations sont parties très vite. Ensuite, ils ont mis en place une sorte de version freemium. Cette version freemium permettait aux utilisateurs de s'inscrire gratuitement. Et s'ils voulaient des options supplémentaires, ils pouvaient payer. Et là également, Evernote a gagné beaucoup d'utilisateurs. Est-ce que tu veux faire un... Alors, monétisation, le dernier des 5 piliers, parce que bien sûr, à un moment donné, il faut quand même manger, c'est le but. Alors, il y aurait plein de choses différentes à dire sur la monétisation. On va se concentrer un peu sur ces points. Stratégie de prix, alors on va essayer de voir ce que c'est une stratégie de prix dynamique. Ensuite, il y a plusieurs modèles de monétisation. Les deux plus fréquents sont ceux-là, période d'essai gratuite pendant un mois et après vous payez, vous avez dû en voir plein. Ce qui marche très très bien, et nous on est à fond pour, il y a un tas d'avantages, c'est le modèle freemium, où il y a une version gratuite et une version payante. Ensuite, d'autres systèmes de monétisation, il y a ce qu'on appelle les side projects. Slack en est un, comme on va le voir après. Au début, je crois que c'est une boîte qui faisait des jeux vidéo, et puis Slack, c'est un truc qu'ils ont fait en interne et qui est devenu leur source de revenus essentielle. Tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens doivent connaître le succès de Slack aujourd'hui. Nous, pour le coup, Twitter Boost, c'est un side project de Unpot, qui était un projet beaucoup plus large, mais on a pris la fonctionnalité la plus simple, celle qui rendait service à l'utilisateur. On en a fait un minimum viable product qui nous a coûté pas très cher. Et c'était pas prévu qu'on gagne des sous avec ça au début, et c'est venu finalement. Et ensuite, d'autres sources de monétisation qu'on peut avoir associées à un projet, donc faire de la publicité, mais il ne faut pas rêver, c'est pas ça qui rapporte beaucoup. Il faut vraiment avoir un sacré paquet de pages vues pour gagner de l'argent avec de la pub. Les données qu'on peut monétiser parfois avec des partenaires. Ou l'affiliation, on a un blog par exemple sur la mode, j'ai entendu tout à l'heure, ou peu importe, et on va aller proposer des produits dessus sur lesquels on est rémunéré. Voilà un peu des différentes sources de revenus qu'on peut avoir en plus d'un projet. Alors, au niveau de la stratégie de prix, le pricing, bien sûr, on y revient tout le temps. C'était dans les fondamentaux, la B-testing, tester plusieurs prix sur différentes cohortes et voir celui qui marche le mieux. Pourcentage d'acheteurs, la rétention, puisque souvent c'est des systèmes d'abonnement qu'on a aujourd'hui, donc pourcentage d'acheteurs, ça ne suffit pas. Il faut aussi voir combien de temps ils vont rester, pendant combien de temps ils vont payer. Pricing dynamique, c'est un truc qu'on a testé avec un client. Il avait des séries de produits à vendre et on se rendait compte que quelqu'un qui avait acheté 3 produits, bien souvent ils les achetaient tous quasiment. Alors ce qu'on a fait, c'est que chaque fois quelqu'un qui n'achetait pas une fois un produit, on baissait la fois d'après de 20%. Ils appelaient ça des produits de fidélisation, avait une offre par mois. Et chaque fois quelqu'un achetait 2 fois d'affilée, on montait le prix de 10%. On s'est retrouvé au bout d'un moment donné avec je ne sais pas combien de prix différents dans la base de données, mais par rapport à juste avant qu'on fasse ça et qu'on avait différentes classes d'acheteurs, c'était moins fin. Clairement, c'était beaucoup plus efficace en termes de volume d'affaires, de chiffre d'affaires. Donc faire du pricing dynamique. Et puis ça, c'est plus classique. Il y a des marketeurs qui ont dû étudier ça et des formules mathématiques qui permettent justement de mettre des acheteurs dans des classes en fonction de la récence d'achat, de la fréquence d'achat et du volume d'achat, et de mettre différentes gammes de prix. Le pricing dynamique, on n'est pas loin de l'apprentissage automatique, là ici, où on veut vraiment adapter le meilleur prix au consommateur avec une notion de régression sur l'erreur. C'est hyper efficace, ça, pour le coup, quand on a la possibilité de le mettre en place. Donc monétisation, période d'essai gratuite, c'est bien parce que ça permet l'onboarding facilement, sans carte bleue. Donc il faut convaincre le client pendant la période de gratuité, c'est quand même de moins en moins efficace aujourd'hui. Et ce qui marche vraiment bien, un gros up, c'est les modèles freemium, alors il faut pouvoir se le permettre. Ça a beaucoup de succès.
Il y a les utilisateurs gratuits qui ont un coût, et donc quand on a un modèle premium, il faut tâcher de rentabiliser ce coût par quelque chose. Alors ça peut être en transformant ces utilisateurs en avocats. Facebook, pour le coup, il y a plusieurs types de viralisation. Si vous creusez un peu sur Internet, vous verrez, il y en a une qu'on qualifie de viralisation infectieuse. Et Facebook, il n'y a pas longtemps, a sorti un produit pour les ados qui ressemble un peu à Snapchat. Et on ne peut pas s'inscrire quand on n'a plus de tel âge, je ne sais pas quoi, c'est pour le lycée. Et vraiment, son concept, c'est qu'il le lance auprès de quelques utilisateurs, mais les utilisateurs ne peuvent pas s'en servir si les autres copains de la classe ne l'ont pas. Et donc, il les pousse à viraliser le truc, parce que sinon, ils ont le service, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. C'était comme ça au début de Facebook, donc ça, c'est un truc qui marche bien. La publicité, une application qui s'appelle Crowdfire, que certains connaissent peut-être sur Twitter, qui permet de booster son compte, beaucoup moins bien que Twitter Boost, bien sûr, mais qui permet de booster son compte. Et tous les gens qui l'utilisent gratuitement, ils ont ce qu'on appelle un auto-DM, vous avez dû voir ça, c'est-à-dire vous le suivez, automatiquement vous avez un message où il vous dit bienvenue sur mon blog ou je sais pas quoi. Et là, à la fin, il y a marqué via Crowdfire souvent. Et donc voilà comment il rentabilise lui ses utilisateurs gratuits. Pareil pour Sendinblue, Mailchimp et Mailjet, il fallait les citer parce qu'ils sont d'ici, qui emballent leurs emails gratuits. On fond la publicité tout simplement, c'est comme ça qu'ils rentabilisent leurs utilisateurs gratuits. On n'est pas loin de ce qu'expliquait Emily tout à l'heure sur Hotmail. Et ça permet donc du coup, avec ces différentes façons, de réduire le coût d'acquisition. C'est comme ça qu'il faut voir ces utilisateurs gratuits. Sinon, c'est sûr que c'est compliqué d'absorber leurs coûts parce que plus d'utilisateurs, plus de coûts serveurs, de maintenance, de choses comme ça, quoi, voilà. Pardon? C'est des marques en fait. C'est 3 boîtes qui font de l'emailing. Mailjet sont un peu connus ici parce que je crois qu'ils sont de Marseille Innovation à une époque, ou pas loin, en tout cas ils ont un lien ici. Mailchimp c'est super connu et Sendinblue aussi. Exactement, voilà, ni plus ni moins que Sarbacane. Alors Side Project, on en a un peu parlé, on est parti au début une startup avec une idée et finalement on a dû développer soit des produits internes, soit des produits à côté pour faciliter la commercialisation de notre produit principal et finalement c'est ce qu'on appelait le Side Project qui devient source de revenus mais plus important que tout le reste. Donc l'exemple c'est Slack, nous on a Twitter Boost. Ce qui est important c'est du coup d'avoir une fonctionnalité qui est très simple à expliquer cette notion de minimum viable product, on n'est pas dans le gros hacking, on est dans ce qu'on appelle le lean management. Et on voit tellement de clients qui viennent nous voir avec des super idées plein la tête, avec plein d'idées, avec des produits qui sont super compliqués, mais qui sont incapables de nous résumer en quelques mots et qui ne veulent pas simplifier leur offre parce qu'ils ont l'impression de se couper une jambe. On en voit plein, c'est impressionnant. Et du coup, leur truc est trop compliqué pour vendre en fait, et ça ne marche pas. Alors c'est super important de se recentrer sur vraiment la fonctionnalité qui va rendre service à vos utilisateurs. Et même si votre produit fait 15 autres trucs à côté, limite commercialement, c'est pas la peine d'en parler, vous allez noyer le poisson pour rien. Vous allez avoir l'impression de vous mettre en valeur en disant ouais moi je sais faire plein de trucs, je sais faire ci, je sais faire ça, mon produit il fait ci, il fait ça. Mais en fait vous allez juste perdre l'utilisateur. C'est super important vraiment d'avoir quelque chose de très simple, une fonctionnalité très simple à expliquer. Facebook quand il est sorti au début, c'était pas l'usine à gaz que c'était aujourd'hui. Il y avait 3-4 trucs qui étaient possibles. Petit à petit, une fois qu'il a eu sa communauté d'utilisateurs, il s'y a enrichi. Il y a aussi des questions de coût, parce que souvent les startups arrivent et ils ont un budget pour développer techniquement le truc, mais après ils n'ont plus rien pour le marketing. Et ça arrive souvent, ça. Du coup, le truc il sort pas parce qu'ils se disent ouais, moi j'ai mes amis, mais ça suffit pas en général. Et du coup, de réduire le développement technique en se concentrant sur les fonctionnalités de base pour les utilisateurs, ça permet de mettre de l'argent de côté pour le marketing et pour la commercialisation de son produit. Je pense qu'il ne faut pas trop rêver de sortir tout de suite un truc comme Facebook où il y a 3 milliards de fonctionnalités, ça ne sert à rien, ça ne sera pas adopté, ça va être compliqué à utiliser, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur un produit et une fonctionnalité qui est vraiment simple à expliquer et qui génère vraiment un bienfait pour les utilisateurs. Alors, publicité, données affiliation, on peut essayer AdSense, des régies publicitaires diverses. J'en parle pour en parler, mais il ne faut surtout pas baser un business là-dessus. Enfin, ça peut faire des sous à côté, c'est toujours ça à prendre. Donc, vente de données à des partenaires, ça se fait, vous le savez. Newsletter, on peut mettre quelqu'un dedans et le faire payer parce qu'il a un produit qui est adapté à notre cible, enfin à notre audience, pardon. Et l'affiliation, pareil, vendre des produits sur votre site en prenant une commission. Ça peut être des logiciels, ça peut être un tas de choses tant que ça a rapport avec votre cible. Et donc, c'est super important, c'est l'adéquation entre votre base client, votre base d'utilisateurs et le produit.
Si vous commencez à balancer un peu n'importe quoi à votre base, vous allez avoir des désinscriptions, de l'usure, des problèmes. Vaut mieux en faire moins et le faire bien. C'est important le qualitatif. Donc les avantages d'une réflexion orientée gross hacking pour gérer un projet, c'est la diminution du risque par cette façon de prioriser que je vous ai donnée tout à l'heure, puisqu'on va faire que des actions, à moins qu'on soit un mauvais gros hacker et qu'on se trompe dans nos estimations, rentables à chaque fois. Réduction des coûts, donc comme je le disais, par la priorisation intelligente des tâches, maximisation du rendement, ça va dans le score de ICE qu'on évoquait tout à l'heure. Il s'en traduit aussi un transfert de coûts depuis les sales, l'équipe commerciale, sur le marketing de plus en plus, dans le marketing moderne. Il y a tout un tas de niveaux dans le funnel et au début c'est le marketing qui va parler du produit, qui va essayer de convaincre un peu, puis après c'est les vendeurs qui vont le vendre. De plus en plus aujourd'hui avec le gros hacking on arrive à aller plus loin dans le funnel avec juste du marketing, de l'automatisation et donc des choses qui sont beaucoup moins chères que des salariés qu'on va les envoyer sur le terrain et qu'on va faire vendre. Et puis tout le monde sait que des bons commerciaux c'est pas facile à trouver. Du coup plus on arrive à décaler des choses au niveau du marketing, mieux c'est. Et donc le gros avantage c'est que dès que les métriques sont verts, quand vous avez en vert la rétention, vous gardez vos utilisateurs, vous avez en plus la chance qu'ils viralisent et qu'ils relayent votre message. Vous avez une page avec un bon taux d'activation, vous savez que ces gens vont devenir clients au bout de X mois. Vous n'avez plus qu'à scaler et là ça devient facile de lever des fonds parce que vous avez un business model qui marche et là vous allez voir des investisseurs, c'est facile à les convaincre. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Du coup, je fais passer le micro. Vous avez d'autres questions ? Voilà. Sur l'acquisition, vous avez mis Facebook, de la publicité à une seule personne sur Facebook. J'ai pas tout suivi. Est-ce que, en fait, vous parlez simplement des filtres, c'est-à-dire que plus j'applique de filtres, récemment mariée, a récemment eu un enfant, vit à Marseille, est blonde, je sais rien. Du coup, c'est là où on arrive à une seule personne, c'est ça où vous vouliez en venir, ou il y a une autre technique ? Un peu plus simple, celle-là va marcher aussi, je suis sûr, mais ça va être de réduire avec un groupe minimum de personnes. Et après, on peut faire une liste d'exclusion. On peut choisir un certain nombre de personnes à exclure de ce groupe, plutôt que d'arriver à trouver exactement les filtres qui correspondent à cette personne-là. Mais enfin, ça, on n'est pas loin de la même technique. Donc, c'est pas l'acquisition de masse, c'est quand on veut vraiment donner un message particulier à quelqu'un de très personnalisé, de ciblé, quoi. Voilà, c'est ça. Question purement financière. Le budget pour travailler avec vous pour une start-up, ça veut dire ce que ça veut dire au niveau des moyens financiers. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous limitez dans le temps ? Est-ce que c'est des budgets spécifiques ? Enfin voilà, c'est quoi la fourchette ? Vraiment, pour vous donner une fourchette, on a des clients à partir de 50, 100 euros par mois et jusqu'à quelques dizaines de milliers par mois. Donc, la fourchette ne veut rien dire. Souvent, on fonctionne dans un premier temps avec un audit qu'on facture au temps passé. Un audit, ça prend entre une demi-journée et une journée. Dans tous les cas, on va arriver à trouver des leviers de croissance directement actionnables par le client. Et surtout, on va se jauger et voir si ça vaut le coup qu'on bosse ensemble. En général, quand c'est le cas, on essaye de trouver, une fois la période de test mutuel et de confiance passée, une rémunération qui est au moins pour partie à la performance. Parce que justement, les startups, on sait qu'ils n'ont pas trop de sous, c'est l'ensemble de nos clients, donc on fait avec. Si tu me permets, à ce stade, ce type de service, si bien que si on le présente ce matin, c'est une boîte qui effectivement a les 90 qui sont dans nos couloirs. Pour moi, ça devient évident
une expertise d'accompagnement des 85% des boîtes qui sont numériques dans nos couloirs. Donc on va le proposer en ingénierie d'accompagnement. On va voir comment on va être en capacité de payer une partie de cette presta parce que ça devient trop stratégique. Je pense que je sais pas, encore une fois, moi il me faut un glossaire parce que je fais partie des vieux, donc je vais poser une question, mais bon, c'est un vrai service d'accélération qui nous paraît stratégique à mettre. Comme hier, on a mis des anciennes chez nous qui faisaient de la e-réputation, qui sont devenus nos experts, en plus d'être nos clients. Donc là, c'est clair que bienvenue à notre talent pool d'experts. Mais moi, j'ai une question simple, c'est les gens qui ont des sous, ils sont plutôt vieux comme moi, en général, et ils comprennent pas trop tout ce que tu as raconté. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et qui sont plus jeunes, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent là? Quelle est la cible, quoi? Comment on va faire progresser cette chose-là, parce qu'aujourd'hui, moi j'écoute, mais j'ai compris 20% de tout ce que tu as raconté, donc je ne dois pas être le seul, mais enfin si, à mon âge, mais... On a sans doute un travail de simplification, de présentation de ce qu'on fait à faire, ça j'en doute pas. On n'a quasiment jamais travaillé avec des gros clients, sauf parce qu'ils sont devenus gros en nous fréquentant. On n'est jamais tombé directement sur des gros, donc on n'a peut-être pas assez travaillé ce message de simplification. Pour l'instant, on s'adresse qu'à des startups, c'est l'ensemble de nos clients. Il y en a qui marchent bien, qui ont grossi, mais il faut qu'on fasse un travail là-dessus. Là. Je ferai la traduction pour Christian. Juste. PeterBoost, c'est complètement séparé de l'activité de service et des conseils qu'on a. C'est un produit qu'on a créé qui est à part, qui peut pour certains être utile dans le cas. De toute façon, il y a une version gratuite, premium. Donc, je me rends compte que j'ai vraiment manqué de clarté. Non, vraiment pas spécialement. On a pris ça en exemple parce que, en fait, pour booster PeterBoost, on a utilisé ce qu'on savait nous du gros hacking sans avoir de client au-dessus qui nous dit non, fais pas ça. Donc on a pu se lâcher et se faire plaisir. Du coup, on a une page qui a plus d'1 sur 2 en taux de conversion, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une visite sur 2 qui mène à une inscription sur la page. Bon, donc on s'en est servi vraiment pour illustrer. Le service qu'on propose, bien sûr, il est d'audit, il est forcément personnalisé, il est lié au métier du client, à sa façon de vendre, à sa problématique à lui intrinsèque. Voilà. C'était juste un exemple PeterBoost. Exemple de gros hacking. Ouais. J'avais une question par rapport au premier sondage sur LinkedIn. Je l'ai vu, le sondage, j'ai pas répondu. D'accord. Et ma question, c'est que j'ai vu les commentaires qu'il y avait, et il y en avait un, je ne sais pas si j'ai dit que je l'aimais ou pas, qui m'avait l'air pertinent, qui était de dire, mais bon, on a 4 propositions de logo, mais on ne sait pas du tout à quoi ça doit servir, donc comment on peut juger, à part de dire, celui-là, il me plaît plus visuellement qu'un autre. Et donc là, j'ai bien entendu le truc, au fond, c'est l'idée de faire du buzz, mais en soi, le sondage, il ne présente aucun intérêt. Donc, il y a un moment, les commentaires pouvaient être donc très négatifs. Hein, certains, il y en a, là, il était très constructif, mais il n'était pas positif. Il était constructif en disant, mais moi, là, ce que je vois, c'est que je n'ai pas les moyens de savoir si c'est pour un concurrent de Starbucks ou si c'est pour un service virtuel. Le logo, on ne savait pas du tout à quoi il devait servir, et donc on ne savait pas comment le choisir. Et moi, je dis, ben, oui, moi je suis d'accord avec ça, je ne sais pas comment choisir ce logo-là. Mais et je ne vois pas à quoi ça sert de choisir un logo si on ne sait pas à quel service ça se rapporte. Et donc, je m'aperçois que c'est une instrumentalisation, en fait. Et est-ce que la qualité des commentaires, est-ce qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs? Est-ce que ça compte qu'il y ait du commentaire positif ou négatif? Ou alors comment il s'appelait là, celui qui disait je peux faire n'importe quelle pub provocatrice pour qu'on parle de moi, les habits, là, je me souviens. Hein, voilà. Celui qui a donné la solution pour Nicolas Sarkozy dans les avant-dernières élections. Là, on est dans... On peut faire n'importe quoi, je veux dire, pourvu qu'on parle de soi, pourvu qu'il y ait 11 000 commentaires, ou s'il ne faut quand même pas trop exagérer du côté du négatif potentiel des commentaires. Oui. C'est sur du café qu'on a sorti le test. Alors,
J'ai eu plusieurs commentaires effectivement qui m'ont dit mais de quoi il s'agit, le logo il faudrait qu'on sache que vous nous contextualisez la question, voilà pour simplifier. On s'en foutait effectivement, c'est vraiment l'instrumentalisation. Pour le coup le produit de café il n'est pas encore sorti et je ne pensais pas en lançant ce post que ça aurait un tel succès. J'ai quand même essayé de mettre dedans des choses que j'avais identifiées chez d'autres posts qui avaient du succès. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit c'est dans quel contexte. J'ai essayé de temps en temps de répondre, mais dans un flot de 11 000 commentaires, ma voix, à part pour le premier post, n'était pas entendue. Donc je crois que j'ai dû répondre 2 ou 3 fois en essayant de poser voilà, ben, c'est un site de vente en ligne pour les startups, on va faire un truc innovant, machin. Mais du coup, c'est vite noyé dans le flot. J'ai même essayé d'arrêter en disant c'est bon, il y a trop de commentaires, de toute façon on ne peut pas les traiter. Parce que là, sur 11 000 commentaires, aller les traiter, c'est impossible. Il y en a, ils marquent 1, il y en a, ils marquent 2, il y en a, ils marquent non, pas le 2. Donc, il faudrait faire du traitement du langage naturel. C'est juste ingérable. On ne peut pas s'en servir, quoi. Mais je sais qu'il y a 11 000 personnes qui ont vu la marque, qui en ont entendu parler. Et si demain, avec LinkedIn, on sort ce produit et qu'on fait un post dessus en utilisant, je ne sais plus comment s'appelle l'outil de Pulse de LinkedIn de publication, ça va être relayé. Après, bien sûr que c'est mieux quand on a des bons commentaires. Bon, je suis assez d'accord avec Benetton aussi. Ça dépend des produits. Parlez de moi, même si vous parlez en mal. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Tout dépend du produit, de l'image qu'on veut laisser. Mais là, pour le coup, c'était plus un test, une instrumentalisation qu'autre chose. C'était pas le but de générer pour le café. Par contre, j'ai fait un post au moment où j'avais ma courbe de visiteurs qui montait sur Twitter Boost, qui était un vrai produit qu'on a sorti. Et à la fois vers Twitter Boost et à la fois vers notre blog à nous, puisque mon profil LinkedIn publie 3 nouvelles par jour qui viennent du blog. On a eu clairement une recrudescence de trafic depuis LinkedIn, puisque le biais de ce truc-là, c'est que mon profil a été visité, vous l'avez vu 4000 fois. Donc sur ces 4000 visiteurs, il y en a qui sont venus sur les différentes choses que je propose. Et donc ça ne m'a pas rendu service pour le café, mais ça m'a rendu service pour autre chose finalement. Voilà. Petite question juste pour revenir en arrière, si vous pouviez nous repositionner Isolus. Combien d'employés? Quelle est votre activité principale? Quand a été créée l'entreprise? Alors, Isolus a été créé en 2000. Isolus a été créé en 2011 et l'activité a été créée en 2005. Au début, c'était une micro-entreprise, puis après en nom propre, et puis après, c'est devenu Isolus. On est monté jusqu'à 14 personnes. Une partie de l'activité a été cédée pendant la machine à mail, justement. Et aujourd'hui, on est 4. On démarre 4. On fait une activité d'audit. On fait du développement d'applications mobiles. À la base, on est quand même des techniciens. Moi, j'ai un master recherche en intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est stats, analyse, informatique, c'est mon truc. Il y en a un ingénieur qui a fait l'école des mines d'Alès dans la boîte aussi. Donc on fait du développement. On a Émilie, donc, qui est notre responsable marketing, qui a fait une école de marketing et qui a 5 ans d'expérience dans le marketing dans le web. Et puis on a un infographiste. Voilà comment est composée l'équipe. Et avec ça, on arrive à faire Smart Cycle. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont entendu parler ici, mais toute sa plateforme web et son application mobile, c'est nous qui l'avons développée. On a bossé pour pas mal de startups ici. Donc à la base, on fait des produits. Et souvent, les startups se retrouvent à un court d'argent une fois fini la partie technique pour booster leurs produits. C'est là qu'on s'est glissé petit à petit dans le marketing. Et dans le gros hacking, ça paraissait évident parce qu'avant de comprendre ce qu'était ce mot, de connaître simplement le mot, on avait souvent été associé à la réussite des clients en termes de rémunération. Et donc, on faisait déjà un peu du gros hacking avant de savoir comment ça s'appelait, quoi. Voilà. Une deuxième question, c'est pour appliquer la logique de la marque, du slogan et de la proposition de valeur. Moi, je suis comme sans doute la foule qui est venue ici pour écouter. On m'a posé la question de savoir ce que c'était le growth hacking une fois, je n'ai pas été capable d'expliquer. Et si on me la repose, comment j'arrive à faire une proposition de valeur courte, comme celles qui nous ont été démontrées tout à l'heure sur les exemples de nos copains américains? Compliqué de résumer ça en une phrase. Mais le growth hacking, c'est une vision à 360 degrés sur le développement de votre produit, de l'expérience utilisateur à la distribution du produit. Je vais essayer. Ouais, en fait, c'était juste pour revenir sur je reviens un petit peu en arrière sur la question de Patrick, sur l'instrumentalisation, parce que ça a soulevé un point que j'ai dessiné là. C'était juste pour donner, on va dire, une petite contre-analyse. Quand effectivement vous dites qu'il y a eu une instrumentalisation sur qu'est-ce que vous pensez du logo, mais je pense que du côté de l'audience,
premièrement, les gens ont tellement plus l'habitude qu'on leur demande leur avis au quotidien que dès qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer sur un sujet aussi basique qu'un logo, ils saisissent l'opportunité. Deuxièmement, le graphisme attire toujours l'intérêt. Je suis bien placé pour en parler. Dès que vous avez un dessin, ça attire l'œil. Donc effectivement, il y a un côté manipulation, mais à la fois, il y a un vrai intérêt sur un dessin et porter un avis, parce que tout le monde s'estime compétent sur la couleur, sur la forme, etc. Dernier point, c'était sur LinkedIn, donc je pense qu'il y a aussi une contre-instrumentalisation. C'est je suis entrepreneur, je participe à un poste pour montrer ma compétence et exister au travers du poste que l'on a mis. Voilà, c'était juste ça, c'était pas un commentaire, c'était juste une petite analyse. Voilà. Très pertinent, c'est des choses qu'effectivement on a analysées et très pertinent, rien de plus à dire. Effectivement, les gens aiment bien s'exprimer, le graphisme c'est facile et du coup ça a marché. Et effectivement, ils aiment bien aussi faire de la pub pour eux. On leur dit participer au poste pour faire de la pub, effectivement ça marche. Donc c'est très pertinent et ça marche. Une dernière, rappelez-vous que 30% de notre cerveau est utilisé à analyser ce que nos yeux voient. Donc un tiers de notre capacité à analyser, elle sert juste au regard. Ça veut dire des choses, c'est-à-dire qu'on concentre beaucoup de choses dans une page, dans le graphisme, dans le positionnement des choses sur l'image. Enfin bon, il y a plein d'études en intelligence artificielle, en vision là-dessus. Une dernière question. Déjà, merci pour votre temps. Moi, j'ai plusieurs questions en fait, que je me pose. Je vais essayer d'en prendre une. J'ai essayé différentes choses, dont le gros hacking, j'ai commencé. Il y a deux choses qui m'ont frappé en fait, sur les personnes qui parlent de gros hacking. C'est que souvent, et ça a l'air d'être votre cas, vous êtes sur Twitter depuis longtemps, un certain nombre d'années, on va dire. Donc, vous avez déjà une base communautaire qui est conséquente. Et les outils qui marchent, en fait, il y a deux choses. Il y a soit la visibilité, soit effectivement, ce que vous disiez, c'est engager une communauté réelle. Sauf que dans le cas du gros hacking, avec les outils qu'on a aujourd'hui, clairement, c'est vous me suivez, je vous suis, etc. Donc c'est grosso modo ajouter une personne. Si elle vous suit, c'est bien, vous augmentez votre visibilité parce que quand vous allez produire du contenu au final, il va être plutôt relayé et vous allez générer du trafic. Sauf qu'il y a deux choses qui me semblent bizarres en fait. La première, c'est que c'est pour moi l'opposé de l'engagement communautaire. C'est-à-dire que en fait, vous ne vous intéressez pas du tout aux gens quand on fait ça. C'est plus à des questions de visibilité. Et la deuxième chose, en fait, c'est que derrière, ça suppose une stratégie de contenu et donc des gens qui sont là pour créer du contenu pertinent. Et ça prend énormément de temps. Comment vous faites ça, en fait? Comment vous gérez ça? Vous avez certainement une personne qui est dédiée, mais pour les startups qui n'en ont pas, enfin, souvent pas, qu'est-ce que vous conseillez ou comment ça peut se faire? Voilà. Alors, on a une solution toute faite, clé en main, auquel va peut-être participer bientôt Marseille Innovation, qui s'appelle Unpot. Et Twitter Boost, je vous le disais, est un side project de Unpot. On a effectivement une personne qui s'occupe du contenu chez nous, que vous avez ici présente, pour faire 3 posts par jour. Ça fait donc 21 posts par semaine. Ça lui prend 4 heures. 4 heures par semaine à peu près. Parce qu'on a une solution où on a automatisé au maximum toute la chaîne. On fait ce qu'on appelle de la curation de contenu. Vous en avez entendu parler? Je l'utilise, mais pour le coup, ça peut vous amener des followers, mais pas forcément qui vont être intéressés par votre open. Des followers qui peuvent... En fait, vous définissez des thématiques, vous faites de la veille et vous importez avec des outils. Il en existe plusieurs. Il existe, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, que j'utilise, mais bon, bref, peu importe. Scoopit. Non, pas Scoopit. Qui est quelqu'un du coin d'ailleurs qui a monté ça. Socialimap. Voilà, Socialimap, ouais, voilà, pour faire la veille, la curation, etc. et publier automatiquement. Mais pour le coup, ça va pas forcément vous ramener, ça peut vous ramener des followers, mais indirectement très peu de followers. Enfin, moi, ce que j'ai vu en fait sur le site, même si. C'est une question de qualité. J'ai entendu en préambule de votre analyse un truc qui disait, en gros, j'ai pas les mots exacts, mais vous vous en fichez des gens, c'est que pour la visibilité. C'est faux, ça marcherait pas sinon. Enfin, les mots sont pas exacts, mais on s'en fiche. Le message, il n'y a pas de souci, je suis pas susceptible. Non, il faut pas s'en foutre des gens. Le fait voilà, prenons l'exemple de Twitter Boost, donc qui n'est qu'un exemple. Il va suivre des gens, des concurrents à moi qui sont intéressés par le gros hacking, donc il fait remarquer mon profil à ces gens-là, et il y en a qui décident de me suivre en retour. Là, je suis dans la masse, parce que sur 100 personnes que je vais suivre, il n'y en a que 10 qui vont me suivre en retour. Ce qu'il faut, c'est que ces 10 qui me suivent en retour, je m'intéresse vraiment à eux,
Et c'est très clairement ce qu'on fait. On va loin. On a un truc Pinterest, par exemple. Les gens, on les ramène sur Pinterest, parce que Pinterest, il y a énormément de statistiques sur les goûts des gens. On sait grâce à ça que c'est des gens qui aiment le vintage, nos clients. On arrive à voir leur âge moyen, et non seulement on va s'intéresser à eux, mais on va utiliser le savoir qu'on a sur eux pour habiller, justement, en mode vintage, les couleurs. Donc oui, clairement, on s'intéresse à eux. On a tout un tas de robots, de choses comme ça, mais on a ensuite Emily qui se met derrière les robots et qui va répondre quand même aux gens humainement, par exemple. Alors effectivement, on a une part d'automatisation de masse, voilà, mais ce qui nous revient, après, on le traite de façon très personnalisée et humaine, en essayant d'être vraiment généreux avec eux. Et pour faire le lien avec la deuxième partie de la question, la curation de contenu, s'il s'agit juste de prendre du contenu et de le repartager, ça a peu de sens et peu de valeur ajoutée, effectivement, à part concentrer un savoir sur tel champ de la connaissance dans un blog, par exemple. Non, il faut clairement rajouter ce qu'on appelle un point de vue. Il faut que ce point de vue soit éclairé et ait une vraie valeur ajoutée. Quand je dis que ça prend 4 heures à Émilie, pour le coup, les articles, ils tombent dans un WordPress. On a fait un système où tout tombe dans le WordPress. On a essayé Socialimap. C'est un bon produit d'ailleurs, mais plutôt pour des grosses boîtes Socialimap qui ont des ambassadeurs, des choses comme ça. Nous, on avait juste besoin de ramener du trafic vers notre blog et de les capter par un newsletter. Il ne le permettait pas vraiment, ça, Socialimap, pour le coup, parce que les partages venaient de chez lui et pas du blog. C'est là où on en est venu à développer notre propre produit, parce qu'on avait testé justement ça, et Scoopit. Et donc, il faut que la curation soit qualitative et il faut aussi produire ses propres articles. C'est le cas. On a, nous, une rubrique Nos articles, où vous verrez les articles qu'on produit, nous, une fois par mois, pour éviter Ouais, sinon, ça fait gratteur, quoi, tout simplement, voilà. Donc il faut ramener cette valeur ajoutée. On rédige ensuite 4 ou 5 lignes à chaque fois pour 2 raisons différentes. D'une, pour ramener une vraie valeur ajoutée d'expert à ces différents contenus. Je me suis perdu. On ramène la curation, la qualité. Ah oui, aussi pour le duplicate content. Si on faisait que repartager du contenu, notre blog, au bout d'un moment, il ne serait pas référencé dans Google. Alors là, si vous tapez gros hacking, vous verrez qu'on donc il faut quand même faire les choses bien. Juste partager du contenu, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée par-dessus qu'on essaie d'avoir dans notre curation. Il faut que chacun dans sa science, pareil, apporte son propre grain de sel aussi pour que ça soit efficace. Voilà. Pour le coup, sur Twitter, on y est depuis 1 an à peu près. Donc attendez, juste pour résumer, donc il y a une partie des contenus que vous faites vous-même et l'autre partie vous faites de la veille et vous les reprenez sur votre blog, c'est ça? En fait, c'est même plus facile que ça pour nous. On a un système qui va aspirer automatiquement par le jeu des flux RSS des sources qui sont des blogs qu'on a identifiés comme produisant du contenu qui nous intéresse, Siècle Digital, ZDNet, je sais pas, il y en a un paquet, 1 minute 30, il y a le petit digital, enfin voilà, toutes ces sources on les a rentrées dans notre outil, qui aspire automatiquement les articles avec un jeu de mots-clés bloquants et passants. Donc Émilie, quand elle se retrouve à faire la curation, elle a des articles qui sont déjà intéressants pour nous. Elle n'a plus qu'à les sélectionner, mais ils sont déjà publiés dans le WordPress, avec l'image, avec tout ça, avec déjà le lien vers la publication et on cite la personne parce que du coup ça nous permet d'avoir de bonnes relations business avec tous ces gens-là qui nous connaissent puisqu'on leur envoie pas mal de trafic. Et donc voilà, elle n'a pas de sélection à faire, ça tombe et ensuite elle a juste à rajouter son insight, c'est dans le WordPress, à publier. Une fois que c'est publié, notre outil fait que c'est publié automatiquement aussi sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, j'en parlais tout à l'heure, Facebook, Google+, Pinterest. Et donc pour chaque publication, on arrive à avoir un tas de trafic en retour et de capter des gens avec cette newsletter. Et pour le coup, notre proposition de valeur, c'est un audit gratuit en 1 quart d'heure. Laissez votre numéro de téléphone, votre site web et votre nom. C'est comme ça qu'on récupère la plupart de nos clients sur le blog. J'ai le droit de mettre les articles de n'importe qui sur mon blog, il n'y a pas de... Il faut les citer. Il faut les citer, non seulement vous avez le droit, mais en principe, si vous les citez et que vous leur faites bonne publicité, ils sont contents. Ouais, c'est ça. Ah oui, carrément, on fait un nofollow, pour le coup, pour le référencement, mais il y a un vrai lien vers l'article original de la source qu'on cite. Et du coup, effectivement, ça nous permet d'avoir des relations business et d'échanger, de faire du guest blogging, des choses comme ça. On est parfois invité à faire des articles. En général, ça leur fait plaisir, surtout si vous leur ramenez du trafic, quoi. Et quand vous dites qu'elle passe 4 heures par semaine, pardon. C'est une aspiration automatique, même quoi. Mais en fait, on ne publie pas tout l'article, on publie que, je crois que c'est, je sais pas, les 5 ou 6 premières lignes. Donc on a notre insight qui fait 4 ou 5 lignes. On a les 5 ou 6 premières lignes de l'article, lire la suite, il clique, et là, pour le coup, on embarque ça dans un iframe qui est dans un pop-up. Comme ça, le mec, il reste quand même chez nous. Bon. Donc quand vous dites 4 heures par semaine, c'est tous les jours.
Non, en fait, vraiment, je parle vite. Mais en fait, on ne travaille pas Twitter, on travaille le blog. Et du blog, c'est publié automatiquement sur tous les réseaux sociaux. Donc on ne passe pas vraiment de temps sur les réseaux sociaux, sauf pour répondre aux mentions qu'on a. Les gens qui nous parlent, on leur répond. À part ça, on ne fait que automatiser la publication qui vient du blog. Donc tout notre travail sur les réseaux sociaux, en fait, c'est le blog. Effectivement, Émilie va quand même à la fin personnaliser un peu les posts sur les réseaux sociaux, rajouter par exemple les hashtags sur Twitter, pas sur LinkedIn parce que ça serait frustrant parce que ça ne marche pas. Donc il y a 2-3 bricoles à faire au moment de l'article. Mais c'est sur le blog. Et du coup, le gros avantage de travailler comme ça, c'est l'outil qu'on a fait, on n'avait pas comme ça avant, c'est que le savoir et la curation que vous faites, elle n'est pas chez Scoopit, elle n'est pas chez je sais pas qui, elle est chez vous, dans votre blog. Et quand vous captez les gens à un newsletter, ça devient vos leads à vous que vous allez pouvoir tranquillement nurturer, comme je disais tout à l'heure, donc les éduquer petit à petit et les transformer en clients. Oui, j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé de gros hacking, mais par en fait les outils, de la robotisation, enfin, d'avoir beaucoup d'outils en fait pour pouvoir capter de la masse. Il y a des exemples de gros hacking. J'en prendrai un. Vous avez cité Evernote tout à l'heure, mais un journaliste qui a écrit en fait Evernote pas pour les nuls, mais l'explication d'Evernote. Et en fait, son gros hacking à lui, ça a été de rémunérer tout le réseau d'affiliation à 90% de marge. Donc, alors que la moyenne se faisait 10%, 15%. Donc en fait, tous les réseaux d'affiliés ont vendu son propre bouquin et donc il en a vendu des milliers et des milliers. Donc il a touché 10% de peut-être 100 000 au lieu de 80% de 2000. Et donc j'aurais voulu savoir si vous avez des exemples de gros hacking non automatisés, qui n'a pas besoin de recours à des outils. Voilà, parce que beaucoup de gens, effectivement, avec des profils divers et variés dans la salle. Donc voilà, si vous avez des exemples. Alors clairement, il ne faut pas confondre les hacks, et c'est un peu ça que j'entends, petite astuce qui fait que soit avec un outil, soit avec ci, soit avec ça, pour pas cher, on va générer plein de trafic. Et le gros hacking, qui à mon avis est plus une méthodologie très formelle et une philosophie. Le gros hacking consiste à optimiser les 5 métriques qu'on a évoquées tout à l'heure. Chacun, selon sa boîte et son service, saura où mettre ses métriques. Qu'est-ce que c'est l'activation? C'est une inscription? C'est ci, c'est ça. Quand on parle de travailler, de faire de l'A/B testing sur la couleur d'un bouton, des choses comme ça, on n'est pas dans l'outil. On a été dans les outils, mais c'est pareil, c'est toujours ça qui intéresse les gens, dans l'acquisition. Effectivement, là, c'est un peu compliqué de le faire sans outil d'acquisition. Et s'il y a quand même un exemple, Airbnb, au début, il avait besoin de louer ses chambres, il n'avait pas trop de thunes pour sortir, acheter des leads ou faire l'acquisition. Et du coup, il s'est appuyé sur le bon coin local de là-bas qui s'appelait Craigslist. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, c'est l'équivalent du bon coin aux USA. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leurs annonces d'Airbnb, ils les ont super bien formatées, informatiquement. Alors pareil, il y avait quand même à un moment donné un outil, même s'il n'existait pas, qu'ils ont dû développer, mais le gros hacking, je ne le conçois pas sans développement, quoi. À un moment donné, il faut bien savoir développer, mettre un peu les mains dans le code, sinon c'est que de l'analyse et du marketing traditionnel. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé leurs annonces automatiquement à Craigslist, c'était interdit, c'était tout à fait contre les règles de Craigslist. Donc ils publiaient ça automatiquement parce qu'ils avaient réussi à hacker le système de poste. Et donc ça leur faisait des super belles annonces qui sortaient du lot et qui ont commencé à générer du trafic. Craigslist a porté plainte contre Airbnb, mais le temps qu'ils gagnent le procès qu'ils ont fini par gagner, Airbnb était déjà multimillionnaire, donc c'était plus un problème pour eux. Un exemple.